Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans le Grand Plateau. Au menu ce soir, retour sur un drame qui a endeuillé l'Afrique centrale. L'effondrement le 18 août dernier d'une mine d'or artisanale à Zamboua, en Centrafrique, à quelques encablures de la frontière camerounaise. Un pan de terre s'est effondré sur des dizaines de creuseurs, faisant au moins 100 morts, dont plusieurs ressortissants camerounais. Au-delà du chiffre, ce drame relance le débat de l'exploitation artisanale de l'or au Cameroun, en particulier dans certaines régions. Une activité qui, faute d'encadrement, attire chaque année davantage de jeunes, parfois même des enfants qui désertent les salles de classe pour les puits d'or, séduits par une rentabilité immédiate que ni l'école ni d'autres perspectives ne semblent leur offrir. Face à l'expansion de cette économie parallèle, l'État camerounais paraît dépassé. La preuve, accidents mortels, pertes économiques, déscolarisation, tensions sociales. Les signaux d'alarme se multiplient sans réponse à la hauteur. Que faut-il faire? Quelles mesures gouvernementales mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de cette filière et mettre fin à l'exploitation illégale de l'or? Tentative de réponse avec notre invité Thierry Niopet, journaliste, directeur de publication du journal Confidentiel, sera avec nous en seconde partie du Grand Plateau. Pour l'heure, place au journal. Une femme tuée à l'arme blanche, un suspect interpellé en pleine fuite à Yaoundé. Un nouveau drame relance l'inquiétude autour des violences faites aux femmes. La victime a été retrouvée morte dans une chambre après une violente altercation avec son agresseur présumé. Alertés, les responsables administratifs accompagnés du procureur de la République se sont rendus sur les lieux. Le suspect, rattrapé grâce à la vigilance du personnel et aux membres du comité de vigilance du quartier, a reconnu les faits avant d'être remis aux autorités judiciaires. D'autres précisions avec Sébastien Yébé. À Yaoundé, dans un hôtel près de la Texaco Omnisport, la scène est glaçante. La victime, Begel Crescence Merlin, aurait succombé à de violentes blessures infligées au couteau. Le présumé auteur tente alors de prendre la fuite, mais la vigilance du personnel et l'intervention du comité de vigilance du quartier permettent de le rattraper. Il dit que c'est quelqu'un qui les a mis en contact. Et quand la fille vient, lui, ils entrent dans la chambre. À la chambre maintenant, l'homme pose à la femme, tu es vieille comme ça, tu pars où? La femme lui pose la question, est-ce que moi je suis vieille en tant que femme? Quelques minutes, il entend la femme crier. Quand la femme crie maintenant, lui, en partant maintenant, il part toquer. Ouvre un peu, il y a quoi dedans? Le gars dit, attends, donne-moi une minute, je suis en train de faire quelque chose, je vais ouvrir. Subitement, il entend seulement comment on saute derrière les toitures du voisin. Toum. C'est là où nous, on le bloque en bas, là-bas, on les ramène ici. Dans ces affaires, les enquêteurs découvrent notamment une corde d'environ 2 mètres, plusieurs tenues et 2 cartes nationales d'identité appartenant à des femmes. On peut déjà a priori dire que l'auteur de cet acte n'est pas d'une bonne moralité. En tant qu'autorité administrative, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres que le téléphone doit être utilisé à de bonnes fins. La communication, peut-être les recherches intellectuelles. Un type de rencontre, vraiment, bon, nous ne pouvons pas encore savoir ce qui s'est passé, mais je dis qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux. L'enquête va nous dire vraiment ce qui s'est passé. Ce meurtre intervient dans un contexte particulièrement préoccupant. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, les féminicides sont passés de 50 en 2023 à 67 en 2024, puis 77 en 2025. Et depuis le début de cette année, un décompte non officiel fait état de 141 féminicides, un chiffre qui reste à confirmer par les autorités. Journée tendue également pour certains commerçants du marché d'Okpassi dans le 3e arrondissement de Douala. Leurs boutiques ont été scellées la nuit dernière sur instruction du régisseur du marché au motif qu'elles occuperaient des servitudes. Une version que contestent les concernés. Ils dénoncent plutôt une tentative de leur soutirer de l'argent. Le reportage de Jiré Sazangué.
perdu mes sacs de riz, j'ai perdu mes spaghettis, tous mes laits, je vends l'alimentation, j'ai tout perdu. Occupation illégale de la servitude, c'est la raison évoquée par la mairie de Douala 3e pour apposer les scellés sur certaines boutiques du marché d'Okpassi. Une accusation que contestent les commerçants concernés. Il a scellé la nuit, on ne sait pas à quelle heure, parce que moi je suis quitté d'ici à 18h. La boutique était encore ouverte. J'arrive ce matin et colle ma tête au mur. On est venu donner les sommations à 17h30, on va venir nous sceller. Le matin, quand nous arrivons à 7h30 comme d'habitude, 7h comme d'habitude, nous trouvons les scellés posés. On a demandé pourquoi, nous sommes allés voir le régisseur, pourquoi il nous a scellés. Il nous a fait comprendre que c'est parce que nous avons occupé la devanture. C'est écrit là sur les scellés. Mais on lui demande, mais depuis quand on peut prendre une boutique sans occuper la devanture? Il a dit, normalement, on n'avait que quelques centimètres. On lui a dit, ok, sans souci, il faut qu'il vienne nous délimiter normalement, qu'il vienne nous délimiter. 7h30. À 17h30, la sommation disait qu'on nous a scellés depuis 7h30 dans le bout de papier qu'on nous a remis dans la sommation. C'était qu'on nous a scellés depuis 7h30 du 24 qui était hier. Il a demandé qu'on doit prendre 75 centimes après la toiture. Moi, je prends mon exemple par moi. Si c'est sur la limite, je suis sur la limite qu'il a demandé ce matin. Mais je suis scellé. Pour lever les scellés, des sommes de 10 à 25 000 francs seraient réclamées aux commerçants par le régisseur. À la sortie, il nous dit, pour venir maintenant déceler, il faut qu'on lui donne 25 000. Non, c'est pourquoi? Les 25 000, c'est pourquoi? Ça fait au moins, on a ouvert les boutiques, ça ne fait pas 6 mois. On a fait 3 mois dehors, sur scellé, et pour rien. Moi, je fais l'alimentation. J'ai une marchandise de prix de 3 millions dedans. J'ai perdu combien? Après, quand on a délaissé, vous connaissez combien de sacs de riz j'ai perdu que les souris ont mangé, le spaghetti. J'ai les petits qui sont périssables, les laits des enfants. Je les ai perdus, j'étais obligée de tout jeter. Dernièrement, il est venu, ça ne fait pas 1 mois, que les devantures que nous occupons, on doit payer les taxes. On a donné 15 000, on nous a remis aucun reçu. Nous avons tenté de recueillir la version du régisseur Innocent Eco. Vous ne pouvez pas dire un mot. Allez voir le maire au bureau, il est au bureau, allez l'interviewer pour ça. C'est le maire qu'on doit voir. Oui, il m'a mis en mission, allez l'interviewer. Les commerçants se plaignent que vous réclamez 25 000, 10 000. Je réclame 5 000. Je dis que je réclame 5 000. D'accord. Ces commerçants déplorent aujourd'hui le manque à gagner lié à la fermeture de leur boutique. L'économie camerounaise fait preuve de résilience, mais reste sous pression. En 2025, la croissance se maintient à 3,5%, tandis que l'inflation recule de 4,5% à 3,4%. Dans le même temps, le déficit commercial se creuse à 2098 milliards de francs CFA. Des chiffres issus du rapport sur l'économie camerounaise en 2025, présenté à Yaoundé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey. Une performance qui traduit une économie qui résiste, mais qui demeure exposée aux chocs extérieurs. Le point avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. 3,5%, c'est le taux de croissance de l'économie camerounaise en 2025. Même niveau qu'en 2024. Une résistance portée surtout par le non pétrolier, en hausse de 3,8%. Les équilibres macroéconomiques sont demeurés globalement maîtrisés, tant au plan budgétaire qu'au niveau du solde extérieur. Autre indicateur en amélioration, l'inflation. Elle passe de 4,5% en 2024 à 3,4% en 2025, soit 1,1 point de moins. Mais les prix alimentaires restent sous pression, avec une hausse de 6,8%. Sur le commerce extérieur, le contraste est plus marqué. Les exportations totales baissent de 3,4%, tandis que les importations augmentent de 4,8%. Comment interpréter ces résultats? Ils témoignent à n'en point douter de la capacité de notre économie à absorber les chocs. Une économie à même de préserver ses grands équilibres et à continuer de créer de l'activité dans un contexte global, mondial contraint. Côté finances publiques, le déficit atteint 714 milliards de francs CFA, soit 2,1% du PIB. La dette publique, elle, reste à 43,1% du PIB, sous le plafond SEMAP de 70%. La résilience ne peut être une finalité. Notre défi est désormais de changer d'échelle. Nous devons produire plus, transformer plus, exporter plus et importer mieux. Pour 2026, le Minepat table sur 3,5% de croissance,
puis 3,6% en 2027 et 4,8% en 2028. Une trajectoire positive, mais exposée aux chocs énergétiques, alimentaires et extérieurs. Dans l'actualité en politique, l'opposition propose des solutions pour accélérer la distribution des cartes d'électeurs. À moins d'une semaine de la clôture des opérations de révision du fichier électoral, la distribution des cartes d'électeurs reste une préoccupation pour plusieurs partis politiques de l'opposition. À Douala, face aux membres du Conseil électoral, l'Elections Cameroun, le MRC propose d'augmenter les jours et les horaires de travail, tandis que le SIF plaide pour un déploiement dans les marchés. La PAR et le RPR demandent, eux, une concertation régulière avec les formations politiques. Jiré Sazangué et Fondre des Marquez ont assisté à cette rencontre. Le reportage. In the Littoral region, 242,939 voter cards remain uncollected, according to LECAM, a figure that worries opposition parties who are proposing solutions to boost collection. On leur demande de prolonger 16 heures, juste voire 17 heures, voire 18 heures. Ok, deuxième chose, nous proposons également de revenir sur les week-ends, à savoir samedi et dimanche. Parce que si nous revenons sur les week-ends, le travail sera conséquent. The SDF's Achille Aziemba suggests deploying teams to markets and other crowded areas. Créer des points de distribution qui sont un peu des espèces de carrefour. Dans la ville de Douala, on a par exemple le marché central, qui ça avait été fait une fois, je crois que cette expérience avait été payante. On se retrouve là-bas, tous les responsables d'antennes affectent le personnel de leurs antennes là-bas avec les cartes de leur arrondissement. For Celestin Germain of the Republican Patriotic Alliance, APA, more dialogue with political actors is key. Essayer d'approcher, et c'est ça que j'appelle une communication agissante, d'approcher aussi les chefs de parti à Douala, ou en général dans les programmes, afin d'avoir peut-être avec les délégués régionaux, avec les chefs d'agence, des réunions, on va dire, régulières. A view shared by Hilaire Zipang of the Rassemblement pour la République. Vous avez des communes comme Douala 6e, qui sont à peine 3000 inscrits. Et quand vous avez 400 à 500 cartes non distribuées, c'est énorme. Ça peut faire gagner une élection comme ça peut faire perdre une élection. Donc, dans une collaboration, on peut le faire. These proposals were made as ELECAM board members visited the region to supervise the closure of the electoral register. Et à quelques jours de la clôture des opérations d'inscription, Elections Cameroun fait le point sur les enrôlements dans la région du littoral. 1198 nouveaux électeurs ont rejoint les listes dans le département du Vouri entre le mois de janvier et août 2026. Dans les 3 autres départements, les chiffres varient également, alors que la mobilisation des partis politiques reste limitée. 8 sont actifs dans le Mungo, 5 dans le Nkam et la Sanaga maritime et 4 dans le Vouri. Les précisions de Koulé Mbangui Adolphe, délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral. C'est un extrait sélectionné par Jiré Sazangué. Le département du Mungo, nous avons actuellement pu ajouter au fichier 5299 nouvelles inscriptions, soit 3145 hommes et 2154 femmes, parmi lesquels nous notons 4 handicapés. Ce qui fait que actuellement dans le Mungo, on se retrouve en ajoutant 230 895 inscrits de 2025, on a un fichier prévisionnel de 236 194 inscrits. Dans le département du CAM, nous avons pu ajouter au fichier 1469 nouvelles inscriptions, soit 983 hommes et 486 femmes, parmi lesquels 4 handicapés.
ce qui porte également leur fichier actuellement à 28 363 inscrits. Et dans la Sanaga maritime, nous avons pu ajouter au fichier 2960 nouvelles inscriptions, soit 1660 hommes et 1300 femmes, parmi lesquels également 6 handicapés, ce qui porte dans la Sanaga maritime le fichier à 102 463 inscrits pour le moment. Également dans l'actualité, après 12 années d'exil liées aux exactions de Boko Haram, le canton Podoko à Mora, dans l'extrême nord, amorce son retour à la vie. Plus de 400 habitants de Podoko Nord, centre et sud sont retournés chez eux. Sur place, ils déblayent les ruines et tentent de reconstruire leurs habitations et même leurs activités. C'est un retour qui attend d'être accompagné par le rétablissement des services essentiels et le renforcement de la sécurité. Les autorités locales annoncent déjà des mesures dans les domaines de l'électricité, du développement et de la sécurité. Reportage Fondre Marquez. After spending 12 years away from their villages due to attacks perpetrated by Boko Haram, inhabitants of Podoko Canton in Mora in the far north region have gradually been returning to their homes. For the past few weeks, over 400 residents of Podoko North, Center and South have been cleaning up the neighborhoods they left in ruins. Most of them say they are tired of living outside their villages for so long. Ce qui nous amène ici, c'est que nous avons vraiment envie de rentrer chez nous. Vous savez, depuis l'avènement de l'insécurité, nous avons quitté nos villages. Et puis maintenant, nous voulons rentrer chez nous et nous comptons aussi sur l'autorité administrative. Donc voilà, nous sommes engagés aujourd'hui pour ne serait-ce que montrer comment nous organiser et puis si nous pouvons réussir à installer dans nos villages ou quoi. On the ground, the internally displaced returnees are also rehabilitating buildings to make them habitable. In the meantime, the mayor of Mora, Shetima Hamidou, is planning to electrify the neighborhoods and carry out other basic development projects. Nous avons pris l'engagement de déblayer la route, nous avons pris l'engagement d'installer les lampadaires solaires, nous avons pris l'engagement de réparer tous les points d'eau en panne et de faire d'autres points d'eau. Eh bien, je me réjouis de ce que ces populations, depuis bientôt une semaine, sont en train de nettoyer leur localité. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de les accompagner. The divisional officer of Mora, Frank Essien, visited the population and said there are plans to boost security and to set up an armed local vigilante groups that will work in synergy with the forces of law and order. Dans la Damawa, rentrée scolaire 2026, coup de pouce à 450 élèves et étudiants du département du Mbéré. Il s'agit de fournitures composées notamment de cahiers et de sacs pour les élèves de la maternelle au secondaire, ainsi qu'une enveloppe de 50 000 francs CFA pour 50 étudiants. Un accompagnement destiné à soutenir les bénéficiaires dans leur parcours scolaire et universitaire. Écoutons quelques bénéficiaires et donateurs au micro de notre correspondant Ahmed Obelo. C'est nécessaire pour l'école. Je suis vraiment très contente. Ça va beaucoup m'aider à bien étudier et avancer dans les études. Cette somme sera utile dans les fournitures scolaires. J'ai eu le sac et le cahier. Je promets d'étudier. En tant que fils d'Imbéré, j'ai dit que non, il faut quand même je soutiens l'éducation pour que le Cameroun va de l'avant. Nous voulons aussi participer au développement de ces pays, au développement du peuple Mbéré. Et nous avons accentué plus sur l'éducation de la jeune fille. En culture, All Bamileke Convention 2026, la diaspora au service du développement, mobiliser les compétences, fédérer les énergies et transformer l'attachement culturel en véritable levier de développement. C'est l'ambition affichée par les organisateurs de la 6e édition de la All Bamileke Convention North America, prévue du 3 au 6 septembre prochain à Chicago, aux États-Unis. Un rendez-vous devenu au fil des années l'un des plus grands rassemblements de la diaspora camerounaise. Linda Wininiassa pour les détails. Cette 6e édition de la All Bamileke Convention North America
entend réunir près de 4000 Camerounais de la diaspora autour des enjeux de développement, d'investissement et de transmission culturelle. La ABC North America, ça veut dire que ça regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors, ça regroupe toutes les associations bamléké qui se sont inscrites, n'est-ce pas, dans ce groupe pour qu'ensemble, on avance, n'est-ce pas, on vient avec pour notre héritage culturel, n'est-ce pas, nous sommes des bamléké, nous sommes des bantous, on se regroupe comme ça pour célébrer cet héritage culturel que nous avons. Au fil des éditions, la Convention veut désormais se positionner comme une plateforme stratégique de réflexion, d'innovation et de réseautage pour les Camerounais vivant à l'étranger. On a créé cette foire qui va se passer le vendredi, en fait, avant la soirée culturelle, et le samedi au symposium. On a créé ce moment pour ces personnes de se rencontrer, de créer des connexions, de se partager des cartes de visite comme ça pour pouvoir, n'est-ce pas, garder et puis fonctionner avec leur business, même en dehors de la convention. Prévu du 3 au 6 septembre 2026 à Chicago, aux États-Unis, ce rendez-vous entend, au-delà de la célébration culturelle, mettre en avant les notions de solidarité, d'engagement collectif et de contribution au développement. Le vendredi, en dehors du tour des bateaux que les gens vont faire pour visiter la ville, de 9h à presque 15h, les gens vont venir. C'est à ce moment qu'on aura les investisseurs, les entrepreneurs, les clients, n'est-ce pas? Ces gens vont se retrouver à ces moments pour, n'est-ce pas, networking, comme on dit souvent, changer des informations, parler de leur business. Ça, c'est le nouveau que nous créons cette année à Chicago. Et bon, le samedi, comme bien entendu, en journée, on a le symposium. À vos agendas donc, prêts? Partez. On parle à présent de déficience auditive, l'inclusion au cœur des vacances. Ils n'entendent pas comme les autres, mais ils apprennent, créent, jouent et rêvent comme tous les jeunes de leur âge. Au quartier Oyak à Douala, 5 adolescents déficients auditifs ont rejoint une quinzaine de jeunes dans le cadre du stage de vacances utile 2026 lancé par la mairie de Douala 3e. Une rencontre qui fait tomber les préjugés et montre que le handicap ne doit pas être un frein à l'épanouissement. Une belle leçon d'inclusion à découvrir dans ce magazine de Marinette Gimfac. Voilà, ce rapport avec les stagiaires valides les aider un peu à mieux faire leur travail dans l'échange et de très futur. La Voix des gestes a pris le pouvoir le temps des vacances, ici au centre social d'Oyak, dans l'arrondissement de Douala 3e. Pendant quelques semaines, les enfants valides et les enfants malentendants ont brisé les barrières des préjugés et du silence de la différence pour ériger la communication inclusive. Un moment riche en émotions. Je marchais plus et parlais plus avec eux. Bon, j'ai adoré les moments passés ici avec eux. Et j'ai aussi aimé le travail fait ici pour une communauté meilleure en fait. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Et aussi, j'ai appris le savoir-vivre en société et comment se comporter avec les usagers. C'est au stage là que je me suis habituée avec eux. Et il y a eu des beaux souvenirs au stage. Comme eux, ils sont plus d'une dizaine à avoir pris part à ce stage de vacances pas comme les autres. Une première expérience qui n'a pas été évidente, mais qui s'est achevée dans une ambiance bon enfant. Au départ, c'était un peu timide. Mais au vu de l'ambiance qui régnait, parce que moi-même en tant que chef, peut-être ils pourront vous dire, c'était pas facile, mais à un moment donné, tout allait bien, tout allait pour le mieux. Ils se sont imprégnés et vraiment à la dernière minute, c'était très bien. Ce stage de vacances inclusif s'est déroulé grâce à l'initiative de Dimitri Fokou, promoteur du Centre d'alphabétisation fonctionnelle pour déficients auditifs. Nous avons pu insérer 100 chansons dans le programme de vacances ici. Ce qu'ils vont pouvoir gagner va leur permettre de pouvoir s'épanouir, poursuivre le programme d'études, pouvoir acheter quelques matériel pour aider les parents. À 41 ans, Dimitri Fokou est titulaire d'un BTS en électrotechnique. Lui-même victime d'une perte partielle de son audition pendant l'enfance, il a subi des tracasseries stigmatisantes qui l'ont motivé à agir pour favoriser l'inclusion des enfants malentendants. Sortir les enfants malentendants de l'isolement, c'est le cri d'alarme qu'il lance aux parents qui continuent de cacher leur progéniture malentendant dans les maisons. La formation permet à Ossou de pouvoir mieux s'épanouir. En isolant l'enfant à la maison, on isole son avenir.
professionnel, il va pouvoir travailler avec les autres. C'est les autres qui vont lui permettre de gagner son pain quotidien. Voilà pourquoi nous encourageons les sourds à toujours travailler davantage pour pouvoir mieux atteindre leurs objectifs. C'est donc une expérience forte qu'ont vécu les jeunes adolescents ici au centre social d'Oyac où le handicap s'est effacé. Le temps des vacances pour céder place au vivre ensemble et à l'inclusion. Bienvenue dans la seconde partie du Grand Plateau. L'éboulement meurtrier dans le Zamboa centrafricain frontalier à notre pays ne parle-t-il pas au gouvernement camerounais face à ce drame où plus d'une centaine de personnes ont péri ensevelies sous des tonnes de terre? La sortie des autorités camerounaises a donné l'impression que ce qui arrive aux voisins ne pourra jamais survenir chez nous. Pourtant, des accidents similaires de relief ont déjà tué des centaines de Camerounais ces 10 dernières années dans les multiples sites miniers disséminés dans les régions du Nord et de l'Est. Là-bas, c'est chaque habitant qui se lance à la recherche effrénée de l'or, y compris enfants en bas âge et élèves dont plus de 60% ont déserté l'école pour la chasse aux trésors précieux cachés sous terre, et ce, au péril de leur vie. Pourquoi des mesures ne sont pas prises pour éviter à notre pays un deuil national à l'instar de ce que traverse la Centrafrique? La lecture de Jean-Paul Chouniette. Il y a un arrivage là qu'on a peur de ça, voilà ça. C'est ça ici. Dans bientôt on va compter le nombre de cadavres ici. La mort de plus d'une centaine de personnes le 18 août dernier, dans un affaissement de sol, sur le site minier de Zamboa en Centrafrique, à la frontière avec le Cameroun. Mais une fois encore à nu, la précarité des conditions de travail des orpailleurs dans les différents champs aurifères de la région de l'Est Cameroun et ailleurs. Même si nous avons juste perdu quelques compatriotes dans cette catastrophe, comme semblent minimiser les autorités camerounaises, il reste que l'éventualité d'un tel scénario se dessine aussi à grands traits dans les centaines d'exploitations artisanales des départements de la KDI, l'Omenjerem, la Bouba Ngoko. Évidemment, si rien n'est fait pour épargner notre pays d'un tel sinistre humain. D'ailleurs, des accidents similaires ont déjà causé la mort de nombreux Camerounais sur ces sites miniers omniprésents dans les régions du Nord et de l'Est. En 2017, au moins 50 personnes perdaient la vie dans une exploitation minière artisanale dans l'arrondissement de Goura, à l'Est Cameroun. En tout début d'année 2018, dans la localité de Gwengwe, 9 personnes mouraient dans la nuit du 30 décembre 2017, toutes englouties dans le trou d'un site minier abandonné. Le 8 mai 2021, un éboulement causait 3 morts dans le Mayoré, région du Nord. Bien avant, le ministère des Mines révélait une vingtaine d'éboulements survenus entre 2019 et 2020, entraînant une cinquantaine de disparus dans ces deux régions. La menace de mort plane donc en permanence sur la tête des chasseurs d'or, travaillant dans des conditions dangereuses pour leur vie. Les risques s'accroissent au regard d'une augmentation du taux de désertion des enfants des salles de classe, dépassant désormais les 60%, ayant abandonné l'école pour une recherche effrénée de l'or, y compris des milliers d'enfants en bas âge, mentionnait un rapport 2025 de l'ONG Forêt et Développement Rural. Ainsi, le Cameroun n'est donc pas à l'abri d'un éventuel affaissement de sol sous les pieds de ces milliers d'orpailleurs, opérant en toute insécurité, à leur risque et péril dans ces centaines de sites miniers à travers le pays. Zamboa ne parle-t-il donc pas finalement au gouvernement de la République en vue d'une prise de mesures drastiques urgentes pour non seulement préserver la vie de ces milliers de citoyens, mais surtout épargner le pays d'un deuil national, comme celui que vit en ce moment tout le peuple centrafricain et certaines familles camerounaises ayant perdu leurs proches dans ce drame. Notre invité nous a rejoint, Thierry Niopé, journaliste, directeur de publication. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Claude, bonsoir aux téléspectateurs du Grand Plateau. C'est un plaisir d'être là ce soir. On reparle de ce drame qui s'est produit il y a une semaine très exactement au niveau de la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Un drame qui, aux dernières nouvelles, a endeuillé 107 familles puisqu'il a fait 107 morts officiellement. Mais à date, Thierry, où en est-on avec les recherches? Est-ce qu'elles se poursuivent? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances du drame?
Vous avez écouté certainement le ministre centrafricain en charge justement de ce secteur qui a souligné avec emphase que les recherches se poursuivent. Mais vous savez, on est en saison pluvieuse, ces recherches, où la recherche est extrêmement difficile en cette période, mais il continue à travailler dans l'espoir effectivement que s'il y a des morts encore ensevelis, que ces derniers soient retrouvés, qu'ils soient enterrés dans des conditions dignes. Mais toujours est-il que le problème reste et demeure. Ce drame n'a pas empêché effectivement que les gens continuent à y travailler au quotidien, bien au contraire. Vous savez, la recherche freinée du précieux métal fait toujours courir malgré les conditions de travail extrêmement assez approximatives. Vous avez vu le reportage qui a été réalisé par Jean-Claude au sujet justement de cette exploitation-là. C'est bien dommage. On a l'impression que les drames qui arrivent aux autres ou ce qui arrive aux autres ne nous arrivera jamais. On est à la recherche justement de l'argent au quotidien sans tenir compte des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur la gestion de la masse. Mais toujours est-il qu'on espère qu'il n'y aura pas d'autres victimes encore ensevelies et que parce que justement, retourner la terre, le terrain est assez glissant, tel qu'on l'a appris justement du côté centrafricain. Vous avez d'ailleurs écouté également le ministre des Mines par intérim, le professeur Foucault Gentry, qui a quelque peu, d'ailleurs vous ne semblez pas si bien le souligner, minimiser ce qui s'est passé. Mais je vous rappelle également qu'il y a des Camerounais qui ont perdu leur vie parce que dans la partie Zambroy et Karoma, à la frontière entre l'est du Cameroun et la République centrafricaine, les conditions de travail là-bas sont, vous le voyez en image, sont extrêmement difficiles. Mais on espère, ceux qui vivent là-bas vivent dans une extrême précarité et espèrent que peut-être qu'en trouvant quelques grammes d'or, ils pourront sortir justement de cette phase qui pourrait peut-être leur permettre de vivre les jours meilleurs, malheureusement. Mais vous savez, quand on regarde justement ces images, on a de fortes chances de croire que cela n'arrivera presque jamais. Parce qu'au-delà de ces conditions de vie, très souvent ceux qui tirent l'essentiel de ce bénéfice-là le tirent malheureusement sous le dos de ces milliers d'Africains qui meurent justement à la recherche du précieux, du précieux métal. Lors de la survenue de ce drame, on a appris à la fois des autorités camerounaises et centrafricaines que des citoyens des deux pays sont décédés au cours de cet effondrement-là. Mais avant la survenue du drame, est-ce que le scénario qu'on a vécu à travers les vidéos est le même? Je ne parle pas du drame, mais de l'affluence, de la mobilisation autour de cette exploitation, de cette activité-là. Qu'est-ce qui justifie la présence de ces jeunes d'abord, avant même de répondre aux autres questions? Qui sont ces jeunes qui se retrouvent là-bas? Mais vous savez, on ne peut pas être scolarisé et aller à la recherche justement de ce précieux métal. Et surtout, malheureusement, que vous êtes sans ignorer que la Centrafrique est quand même un pays qui sort, ou qui est d'ailleurs dans une crise sécuritaire qui continue à secouer. Le pays, c'est vrai que Bangui est quelque peu sécurisé grâce à l'apport des hommes en tenue venus de la Russie, parce que d'aucuns parleraient de mercenaires, je n'aimerais pas rentrer dans ce débat, qui est tout un autre, mais toujours est-il que les conditions de vie dans cette partie dans ce pays sont extrêmement difficiles, ce qui fait que la sous-scolarisation occupe malheureusement une place extrêmement importante au sein du corps social. Alors qu'est-ce que ces jeunes peuvent faire pour essayer d'espérer les lendemains meilleurs? Ils ont surtout pour ceux qui sont au niveau de la zone de Zambroy, qui n'est pas très loin, parce que quand on parle de Zambroy, on a l'impression que c'est si loin que ça, mais pourtant, quand vous regardez, il est facile de quitter de là pour le Cameroun, il est facile de quitter du Cameroun pour là. Donc quand on analyse justement ces paramètres, il est clair que la sous-scolarisation et la pauvreté occupent une place centrale justement dans les mécanismes qui entraînent ces jeunes à aller vers la recherche de cet or-là, parce que vous ne pouvez pas espérer un avenir meilleur et croire que travailler dans ces conditions assez
difficile serait la meilleure solution, sous prétexte que peut-être qu'au terme de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de recherche, vous pourrez tomber sur quelques grammes d'or. Mais quand vous regardez les conditions de travail de ces orpailleurs artisanaux-là, il est clair que c'est extrêmement compliqué. Donc, quelqu'un qui va à l'école, quelqu'un qui imagine un avenir autre que celui-là, ne peut pas se retrouver là-bas. Est-ce que la situation est la même pour les jeunes Camerounais qui s'y retrouvent? Vous avez parlé de ces Centrafricains qui sont sous-scolarisés, mais pour les Camerounais, il y a des plaintes à chaque fois, des élèves, des jeunes, des enfants qui abandonnent les classes pour se retrouver sur des sites miniers. Je vous dirais que si vous faites l'Est du pays, vous direz autre chose. Parce que beaucoup de personnes parlent, parce qu'en fait, on n'est pas au fait des réalités. Mais quand vous vous rendrez compte, quand vous descendrez sur le terrain, nous avons parfois le privilège, quand on travaille justement dans le cadre de la mine, de faire de Mbalam, de transiter entre un Tam, qui est effectivement à l'est du Cameroun, pour se rendre du côté du Congo-Brazzaville, du côté de Swanké, vous vous rendrez compte que ce sont des populations qui vivent dans la précarité. Beaucoup vivent carrément dans la brousse. Mais comme le développement, parce qu'au moins là-bas, il y a une route, mais le développement suit et il y a des efforts qui sont faits pour essayer, tant bien que mal, de construire des écoles de fortune. Mais je vous assure que la vie de ce côté n'est pas aussi reluisante que l'on peut présenter à la face du monde. Mais non, ces jeunes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et parfois voir comment ces parents vivent, espérer et croire qu'on peut justement sortir de là. Et parfois, combien d'enseignants peuvent aller dispenser cours dans ces zones parfois sous-éclairées, parce qu'en fait, le problème d'adduction d'eau potable se pose avec beaucoup d'acuité. La question de mobilité se pose avec beaucoup d'acuité. Ce n'est pas parce que ailleurs les routes sont si bien faites, notamment quand on parle du côté quand on parle de Swanké, les routes sont très bien faites, mais avant Swanké, là, je vous assure, dans les zones un peu reculées, c'est la Croix et la Bannière. C'est pour cette raison qu'on continue à croire que les pouvoirs publics devraient multiplier des efforts justement pour assainir davantage ce secteur-là, parce qu'en fait, c'est un secteur qui ne profite pas toujours à ceux qui y travaillent au quotidien. Quand vous regardez les chiffres, on vous dira, par exemple, que selon le dernier rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives, vous vous rendrez compte que la Sonamine a déclaré, en fait, officiellement, reconnaît avoir exporté ou faire exporter 22,7 kg d'or. Alors qu'à côté de cela, au niveau des Émirats arabes unis, on vous dit que maintenant, quand on recense, on est carrément à près de plus de 15 tonnes d'or. Alors imaginez le gap entre 15 000 kg et 22,7 kg, il est énorme. Donc ce business-là ne profite pas à ceux qui le font. Donc les gens ont tout intérêt à ce que cela continue pour davantage s'enrichir sur le dos, malheureusement, de ceux qui travaillent en désespoir de cause. C'est bien dommage. Vous dites, Thierry, que l'activité ne rapporte pas vraiment. Peut-être pour ceux qui y travaillent. Pour ceux qui y travaillent. Mais ceux qui y travaillent, ce sont ces personnes qu'on voit là à l'image. Pourquoi donc cet investissement, cet attrait à l'exploitation de l'or si le secteur ne rapporte pas vraiment? Ou alors, ces populations-là trouvent tout de même leur intérêt derrière cela. Et si elles gagnent même quelque chose, c'est combien? Vous savez, la négociation, et c'est justement quand on est dans un secteur comme celui-là où rien n'est véritablement encadré, entre leurs peurs, comme vous le voyez sur les images, vous voyez des nourrissons pratiquement qui font ce travail, et ce sont des images qui ne font pas, qui font très mal à voir. Et quand vous regardez justement ces images, on vous dirait qu'effectivement, celui qui travaille dans la mine, quand il réussit à extraire quelques grammes d'or, en principe, il est à la merci de celui qui négocie avec lui. Parce qu'en fait, il n'y a pas un barème arrêté de commun accord entre les opérateurs et les négociants qui sont en même temps en contact avec ceux qui vendent auprès des gros opérateurs économiques. Donc, malheureusement, c'est cela. Il y a la politique de l'offre
il y a la demande. Maintenant, si vous avez votre or et que personne ne l'achète, à quoi il vous sert? Ce n'est qu'un métal. Maintenant, est-ce que vous êtes toujours, vous savez, le circuit de commercialisation, justement, de cet or est extrêmement opaque. Donc, les négociateurs, justement, jouent sur ces éléments-là. Parce que l'exploitation, jusqu'à preuve de contraire, au Cameroun, est artisanale, et beaucoup plus artisanale que semi-artisanale. Donc, ce qui fait qu'on travaille à la main, on espère effectivement, quand on réussit à prendre quelques grammes, on négocie avec celui qui est là, et puis on vous donne très souvent ce qu'on souhaite vous donner, et parfois vous n'avez pas de choix que de prendre, parce que si vous ne le faites pas, forcément quelqu'un d'autre le ferait. Vous voyez, il y a du monde. Ouais. Il y a du monde parce qu'en fait, l'activité draine du monde, parce qu'on espère gagner un peu et puis sortir quand même. D'aucuns, si vous écoutez le témoignage, d'aucuns vous direz que ce qu'ils gagnent leur permet de survivre pour pouvoir affronter le lendemain et quelques jours et les jours à venir. Ouais, c'est extrêmement compliqué. Vous croyez que quel est le parent qui accepterait que son enfant de 2 ans, comme vous le voyez sur les images, aille faire ce travail s'il n'y est pas contraint? Donc, il faut dire que ce sont malheureusement des conditions qu'on déplore. C'est la raison pour laquelle il y a des cas, malheureusement, qu'on ne documente pas. Ce n'est pas parce que l'accident de Zambroy est venu mettre au goût du jour, justement, ces mauvaises conditions de travail. Mais avant cela, d'ailleurs, je vous rappelle que du côté centrafricain, on avait déjà attiré l'attention de ceux qui travaillent sur ce site. Mais malheureusement, quand on est face à une sorte d'îlot de misère, qu'est-ce qu'on fait? On est malheureusement obligé de prendre ou de travailler dans ces conditions-là. Et je vous dis, malgré le fait que le site ait été fermé, il y a des gens qui continuent à forcer malheureusement pour espérer continuer à travailler dans les alentours, parce qu'en fait, quand on ne travaille pas au quotidien, malheureusement, on n'a pas de quoi survivre. C'est pour cette raison que vous voyez, les conditions malheureusement sont comme telles. Parce on ne peut pas dire que l'accident n'avait pas été, ou les uns et les autres n'avaient pas été prévenus. La sonnette d'alarme avait été tirée à plusieurs reprises, même du côté centrafricain. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à une misère pareille, quand on a la faim qui vous ténaille les intestins? Vous êtes obligé d'aller travailler espérant que peut-être demain, vous en sortirez avec quelques grammes d'or, et pourquoi pas? Parce que je vous rappelle, jusqu'à preuve du contraire, qu'un kilogramme d'or au 25 août tourne quand même autour de 84 millions de francs CFA. Un kilogramme d'or, imaginez ce que cela pourrait rapporter dans la vie de ceux qui y travaillent au quotidien. Donc, pour quelqu'un qui réussit à avoir une dizaine de grammes d'or, c'est beaucoup, ça peut changer une vie. Donc, on vit dans l'espoir justement que cela puisse changer du jour au lendemain. Thierry Niopé, vous intéressez particulièrement, entre autres, à l'actualité minière. Il y a le cas de Zambroy où les autorités centrafricaines avaient été alertées justement par rapport à cette situation, par rapport au risque très élevé de la survenue d'un drame. Pour le cas du Cameroun, c'est un peu le quotidien de certains Camerounais, notamment dans les régions du Nord et de l'Est. La situation de la Centrafrique devrait-elle servir d'alerte ou de leçon au Cameroun? Mais bien sûr. En fait, c'est à cela que servent parfois les drames. Les drames servent à tirer la sonnette d'alarme, à tirer l'attention des gouvernants. Vous avez écouté le ministre par intérim, Fikole Sudjentri, le professeur, qui souligne avec force que oui, au Cameroun, cela ne peut pas arriver. Mais non, on ne peut pas dire face à la nature que de tels drames ne peuvent pas arriver. Non, on aura beau prendre. Vous avez vu, lors de sa tournée, lors de sa descente sur le terrain du côté de l'Est et quelque peu du côté de la Namarwa, les conditions dans lesquelles les Camerounais travaillaient, c'était des conditions quasi similaires. C'est vrai que le relief n'est pas le même. Peut-être que ces accidents peuvent être minorés, mais il est clair que ces accidents peuvent arriver parce qu'on n'est jamais à l'abri du danger quand on travaille dans des conditions aussi artisanales, aussi précaires, dérisoires, comme celles dans lesquelles ces compatriotes travaillent, ces Africains travaillent. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais toujours est-il qu'on dit, on n'a pas... Ces images à elles seules suffisent pour témoigner l'ampleur du mal que les uns et les autres vivent au quotidien. C'est vrai que quand on porte ces bijoux, on ne peut pas imaginer combien de sang, combien de sueur a malheureusement été versé pour qu'on arrive
à jouir de ce privilège-là quand on est un peu nanti. Vous voyez les images des enfants de moins de 2 ans qui retournent la terre, faisant comme leurs parents, espérant que quelque chose en sortira. Vous voyez une maman qui porte son bébé dans des conditions aussi intenables, en tournant de la terre. Non, il faut dire que les autorités qui sont en charge de ce dossier doivent travailler d'arrache-pied pour que ces conditions changent. Et que, pourquoi pas, comme on ne peut pas mettre définitivement un terme à l'exploitation artisanale, justement, de ce précieux métal-là, au moins s'améliorer les conditions de travail de cela. Au niveau, par exemple, de la mine de fer, c'est totalement différent. Les conditions ne sont pas les mêmes parce qu'en fait, ce sont des entreprises suffisamment bien organisées, bien structurées, avec des employés qui respectent un cahier de charges bien précis, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas celles que nous voyons là. Donc, l'exploitation est totalement différente. Et je vous rappelle que très souvent, la mine de fer, pour ce qui est par exemple de Mbalam, est une mine de fer à ciel ouvert. Donc, si vous arrivez en Mbalam, vous vous rendrez compte que le fer, on le touche du doigt. Au moins, la première partie est suffisamment visible. Donc, il faut d'abord, pour finir au moins avec cette mine visible, il faudra plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour en finir avant d'espérer effectivement commencer à descendre au niveau d'une couche infra. Et cela se fait effectivement avec des engins adéquats, cela ne se fait pas à la main, comme on le voit là. Donc, c'est une exploitation assez difficile, différente. Mais pour l'or, il faut dire que les conditions sont quasiment les mêmes parce que le ministère des mines le reconnaît d'ailleurs. Même la Sonamine, qui a été créée, la Société nationale des mines, avoue effectivement que malheureusement, c'est ce qui se passe. On ne peut pas pour l'instant juguler définitivement ce problème, mais on peut au moins atténuer. Rappelez-vous que le ministère des Mines avait à l'époque souhaité en fait, avait interdit l'exploitation des jeunes dans ces mines-là. Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, face à la pauvreté, quand vous voyez votre maman qui n'a pas suffisamment de force par rapport à vous, le faire, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous ne pouvez que le prêter main forte pour que peut-être quatre bras puissent peut-être permettre de tomber sur le Graal. Mais je vous assure que c'est une sorte de spirale qui ne finit pas parce que, en fait, l'or ne se trouve pas sur une couche visible. Il faut creuser, chercher pendant des jours, parfois des années, sans parfois arriver au précieux métal. Donc, c'est un travail suffisamment harassant, difficile, mais je continue à dire que cela procure quand même beaucoup d'argent et pour que le gouvernement ne fasse pas assez d'efforts pour pouvoir réguler suffisamment cette activité-là. Vous avez écouté le directeur général de la Sonamine relever au regard du rapport de Litier qu'entre 2001 et 2025, il y a près de 44 tonnes d'or qui ont été répertoriées au niveau des Émirats arabes, notamment du côté de Dubaï. Et quand on estime la valeur marchande justement de cet or-là, on est à près de 2000 milliards de francs CFA. C'est énormissime. Et on vous dirait d'ailleurs que cela est su depuis toujours. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'entre 2008 et 2018, le Cameroun a perdu plusieurs centaines de milliards de francs CFA. On parle de plus de 73 tonnes d'or répertoriées sur la place internationale venant du Cameroun. Mais il ne faudrait pas que l'on comprenne, que l'on se dise que tout cet or vient forcément du Cameroun. Je vous rappelle que les frontières camerounaises, elles sont extrêmement poreuses. Quitter la Centrafrique pour se retrouver au Cameroun, on entre par moto. Et l'or qui est extrait parfois des endroits, il peut se retrouver du côté du Cameroun en passant par exemple par des zones comme Kenzou, en passant par Garoboulaye. Donc en fait, en passant par des zones frontalières pour être recyclé au niveau du Cameroun, estampillé et puis... mais je vous assure que si on veut... Mais cet or ne provient pas systématiquement du Cameroun. Non, mais parce que justement, les frontières sont poreuses. Le Cameroun, parfois, sert de réceptacle, de pays d'accueil, de transit. Mais l'or provient de plusieurs autres pays. Il y a la RCA. Au début même, on croyait, pour ceux qui ont vu les premières images,
on disait que c'était au Cameroun, Oui. mais en fait, c'était du côté centrafricain. Mais c'est carrément à la frontière. C'est la même chose avec ce qui se passe en Mbalam pour ce qui est de l'exploitation du fer de Mbalam. C'est la même ligne qui quitte du Cameroun pour se retrouver du côté du Congo. C'est la même chose. Donc, quand on minimise, il faudrait que l'on comprenne que le côté du Cameroun également aurait pu être touché. Il faudrait qu'on soit assez compatissant et qu'on prenne toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas. Parce qu'un drame a tout fait arriver et que d'autres dispositions. C'est vrai que, d'ailleurs, au niveau du Cameroun, est-ce que la protection civile joue véritablement son rôle? J'en doute fort. Donc, il faudrait qu'on travaille suffisamment pour prévenir, parce que je continue à croire que c'est quand même un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Mais alors, beaucoup d'argent. Les pertes seulement pour la seule année 2023, selon les dernières statistiques, tournent autour de 162 milliards de francs CFA. Où est parti cet argent? Si vous avez écouté notre excellent confrère Jean-Bruno Tanier au cours d'une interview que lui a accordé M. Olivier Api, justement sur l'achat de l'or, la traçabilité de l'or, vous vous rendez compte que, en fait, si l'or sort, c'est parce qu'on laisse faire. Parce que tout est fait pour que l'or soit suffisamment canalisé, encadré, au-delà du fait que l'exploitation se fasse de manière artisanale, donc peut échapper effectivement des circuits de décompte de manière normale. Mais si on assoit des mécanismes, on peut le faire. Ne nous dites pas que quand le ministre, par exemple, des Mines, par intérim, Foucault Sudientri descend sur le terrain et répertorie 200 entreprises qui exercent de manière illégale dans la région de l'Est. Et tous, pour l'essentiel, sont des étrangers. Je ne citerai pas la nationalité ici, sont des étrangers, mais qui exploitent quand même. On veut nous faire croire que les responsables locaux ne sont pas au courant que ces entreprises y opèrent, mais non, tout le monde est au courant que cela se fait. Mais là, qui porte la responsabilité? Mais vous avez bien vu que tout le monde a rejeté la responsabilité auprès de ces entreprises, alors qu'on ne peut pas me dire que le délégué départemental des mines n'est pas au courant, que le délégué régional des mines de l'Est n'est pas au courant de ce qui se passe. On ne peut pas me dire que le gouverneur, le préfet, les sous-préfets ne sont pas au courant. Mais en fait, il s'agit quand même de l'argent brut. On vous dit qu'un kilogramme d'or au 25 août, alors nous vous parlons, coûte autour aussi entre 87 et 88 millions de francs CFA. Pour imaginer ce que cela peut rapporter que de disposer d'une pareille quantité d'or. Alors qu'on vous dit qu'il y a des Camerounais qui disposent dans leur maison, si vous avez écouté, des centaines de kilogrammes d'or, malheureusement, qu'ils gèrent en toute liberté et parfois le sortent à travers des circuits bien connus, mais qui échappent au circuit logique que tout le monde peut connaître. C'est-à-dire déclaration à partir du CAPEM. Du CAPEM, on passe par la douane, les papiers sont fournis et tout cela et pour faciliter justement la traçabilité de cet or-là. Parce que quand l'or sort de façon illicite, il est clair que c'est l'État qui perd en termes de devises. C'est énorme. Mais je dis c'est énorme. Seulement pour la seule année 2023, selon le rapport de l'ITIE, on a plus de 188 milliards de francs CFA. Ça donne du tournis. On vous dit d'ailleurs que c'est depuis 2028 que cela est documenté. 2028-2018, 73 tonnes. Ça fait 73 000 kilogrammes. Vous pouvez imaginer l'argent que cela brasse. Malheureusement, c'est sur le dos de ces compatriotes qui souffrent le martyre. Malheureusement, parce que quand vous voyez le travail harassant que ces gens abattent au quotidien pour extraire quelques grammes, pour finir par faire 1 kilogramme, vous pouvez imaginer, regardez même les conditions rudimentaires dans lesquelles les uns et les autres travaillent. Donc, et là, vous voyez, la fonte même est artisanale, vous voyez, quelques centis, quelques milligrammes qui sont fondus à la cuillère, alors qu'en principe, quand on parle de tonnes, on a besoin d'une fonderie moderne pour pouvoir gérer. Quand on parle de kilogrammes, il faut une fonderie moderne pour pouvoir gérer cette affaire-là. Mais il faut dire que, malheureusement, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance de ce secteur-là. Il faudrait que les gens qui sont en charge, justement, de celui-là travaillent d'arrache-pied. Le gouvernement a essayé en mettant sur pied la Sonamine, qui est en principe responsable aujourd'hui de l'encadrement de ce secteur-là. Mais c'est une nouvelle entreprise qui prend le temps
que cela peut prendre pour pouvoir essayer de réguler autant que faire se peut ce secteur d'activité-là. L'État devrait redéfinir les rôles dans ce cas, peut-être renforcer même le pouvoir de la SONAMIN, ou alors tout est perdu. Non, mais rien n'est perdu. Vous avez vu, Dieu merci, il a fallu qu'il y ait cette dénonciation parce que les réseaux sociaux abattent un travail formidable. On a beau dire au contraire, c'est grâce à des dénonciations que le ministre a dû, malheureusement, descendre sur le terrain. Il a dû d'abord faire une sortie, puis... il a dû, non, par la suite, il a dû faire une conférence par la suite, le 15 juillet, pour dire que le Cameroun, en principe, n'est pas directement concerné, mais tout le monde sait que c'était une fuite en avant, parce que les faits sont là. Les 200 entreprises répertoriées par eux sont au Cameroun et sont exploitées par des non-Camerounais et qui utilisent des Camerounais, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Parfois, vous avez vu ces Camerounais battus sans que cela ne meuve personne, parce qu'en principe, ces gens bénéficient des complicités locales, malheureusement, qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent. Mais je dis, c'est un secteur qui produit beaucoup alors. Donc, au-delà de ce que l'on dit de manière officielle, il faudrait quand même que quand on permet à ces sociétés d'avoir des agréments, il y a des éléments qui entourent un agrément dans le cadre de l'exploitation. Il y a par exemple la construction des écoles, la construction des hôpitaux, la réhabilitation des routes, la construction des ponts. Malheureusement, quand vous regardez les conditions dans lesquelles ces populations vivent dans l'est du Cameroun, vous vous rendez compte que tel n'est pas le cas. Elles sont exploitées et ne gagnent surexploitées, rien. Surexploitées, malheureusement. Donc, c'est un business, malheureusement, qui profite aux gros porteurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Malheureusement, ça a toujours fonctionné comme tel, mais l'État a le devoir, l'obligation même, de l'encadrer pour soutenir au mieux ces compatriotes qui souffrent le martyre, justement, pour permettre à ces gros bonnets de cela couler douce. Merci. On va sortir par là. Thierry Niopé, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain, 20h, pour une nouvelle édition du Grand Plateau.